Alors Marion Carrel, au-delà d'être ma voisine chérie de bureau, d'être une amie, d'être directrice d'études à l'EHESS et donc une membre du Centre de recherche sur les arts et le langage, elle a publié notamment L'entrelacement argumentatif, lexique, discours et bloc sémantique chez Champion en 2011. Et elle a dirigé l'ouvrage collectif Argumentation et polyphonie de Saint-Augustin à Roquebrié, tout un programme, en 2012. Alors tu es sémanticienne, spécialiste de questions d'argumentation et d'énonciation, et donc elle travaille sur des objets parfois étranges, comme des conjonctions, mais, quand, des modules lexiques, la peur, peut-être le courage, on en a besoin en ce moment. Les rapports argumentatifs aussi qui peuvent exister entre le sujet, le verbe et les compléments. Et bien sûr, Marion travaille beaucoup sur la question de la polyphonie qui, chez Proust, est fondamentale. Alors, je crois que depuis une petite dizaine d'années, tu travailles sur des corpus littéraires et en cherchant non pas à appliquer les résultats de tes analyses sur ces corpus, mais au contraire à lire les textes pour enrichir ton questionnement en tant que linguiste. Alors, ce qui est intéressant aussi, tu travailles en ce moment avec une autre collègue qu'on aime beaucoup, Dina Ribar, sur une collègue de l'EHESS, sur la question du témoignage et sur quelqu'un que je trouve très très émouvant, donc, que je ne connaissais pas, qui est Marc de Larrégui, et qui a essayé de mettre en mots son expérience de la Grande Guerre à travers des sonnets. Donc je crois que tout est possible avec la langue face au chaos et à l'horreur. Et je te laisse donc la parole, Marion. Pour un titre, l'argumentation intérieure, j'espère que tu ne l'as pas changé parce que je le trouve formidable. Je n'ai pas changé. Je fais passer un papier d'accompagnement, j'en ai fait que 15. Eh bien, on va se les partager, je crois qu'il n'y a pas de... Un sur deux. Oui, je crois que... Je suis désolée. Alors, je me propose dans cet exposé de réfléchir à la notion d'argumentation, c'est ça mon objet, à partir d'un exemple qui est celui des monologues de Swann, après qu'il a été exclu du Salon des Vers du Rhin. Mes diverses remarques se fonderont sur un travail en cours que je fais avec Dario Compagno, Adrien Freinet, qui a la gentillesse d'être ici, Francesca Mambelli, et moi-même, on fait ce travail depuis 2 ans. Je vous présente le texte et le passage. Donc le texte global dans lequel s'inscrivent les monologues argumentatifs de Swann, le texte global que nous allons étudier, constitue un récit. Je lis la première phrase, qui commence par une phrase complexe qui est à propos d'Odette. Quand les Vers du Rhin l'emmenaient à Saint-Germain, à Chatou, à Meulan, souvent, si c'était dans la belle saison, il proposait sur place de rester à coucher et de ne revenir que le lendemain. Ça, c'est typiquement une phrase de récit. On commence un récit avec une proposition complexe dont la subordonnée est placée en tête de phrase et qui sert du coup d'introducteur de scène. Je vous rappelle qu'un introducteur de scène, c'est une expression comme « un jour », vous savez, dans les récits. Je vous ai mis un exemple de récit que j'ai inventé. Il était une fois un roi qui n'avait pas d'enfant, il aimait sa femme et ensemble ils pleuraient. Un jour, j'étais pas, oui, bon, un jour, une fée, j'ai mis viens les voir, j'aurais dû mettre 20 les voir, typiquement c'est le passé simple qui suit le un jour. Vous voyez que le un jour a pour fonction de faire une rupture dans le texte, de marquer qu'une nouvelle scène s'ouvre. Il y a des tas d'autres expressions qui peuvent avoir cette fonction, en particulier quand elles sont en tête de phrase. Il y a les emplois de maintenant par Duras, maintenant, il marche, maintenant, qui sont pareil des scansions de scènes à l'intérieur du texte. Les subordonnées en camp peuvent typiquement avoir ce genre de fonction quand elles sont placées en tête de phrase, et il me semble que c'est le cas de la subordonnée de Proust. On a l'introduction d'un récit, et même l'introduction d'une scène dans un récit. Commence une étape. Le récit continue un peu, jusqu'à une phrase qui finit par un et un imparfait final qui me semble très flaubertien. Je vous lis la phrase. Parfois, c'était pour plusieurs jours qu'elle s'absentait. Les Vers du Rhin l'emmenaient voir les tombeaux de Dreux ou, à Compiègne, admirer sur le conseil du peintre des couchers de soleil en forêt, et on poussait jusqu'au château de Pierrefonds. Et on poussait jusqu'au château de Pierrefonds. J'ai vraiment l'impression de réentendre le style de Flaubert. Après cette introduction donc, qui relève typiquement du récit, arrive un premier monologue de Swann au style direct. Je crois qu'il n'y a pas de guillemets autour.
On reconnaît que c'est du style direct au fait qu'il y a l'emploi de la première personne. Je lis ce monologue. Pensez qu'elle pourrait visiter de vrais monuments avec moi, qui ai étudié l'architecture pendant 10 ans et qui suis tout le temps suppliée de mener à Beauvais ou à Saint-Loup-de-Naut des gens de la plus haute valeur et ne le ferait que pour elle, et qu'à la place, elle va avec les dernières des brutes s'extasier successivement devant les déjections de Louis-Philippe et devant celles de Viollet-le-Duc. Il me semble, ça me fait toujours rire à la fin, j'arrive pas, il me semble qu'il n'y a pas besoin d'être artiste pour cela et que même sans flair particulièrement fin, on ne choisit pas d'aller villégiaturer dans des latrines pour être plus à portée de respirer des excréments. Alors, on retrouve dans ce monologue de Swann des termes qui souvent sont vus comme des signes d'argumentation. En particulier, tous les intensifieurs, elle pourrait visiter de vrais monuments. Il a étudié pendant 10 ans l'architecture. Il y a beaucoup de marques intensifiantes. Il y a un lexique aussi fort, supplié, enfin des mots de ce genre-là. Ce sont d'habitude vus comme des signes de discours persuasifs ou argumentatifs. Ceci dit, dans ce cas-ci, ce n'est pas obligatoirement très clair que le discours soit argumentatif. Et donc, je vais laisser pour l'instant de côté ce premier monologue et avancer pour arriver sur un exemple qui est bien plus nettement, évidemment, classiquement argumentatif. Ensuite, après ce premier monologue, revient le récit. Ça commence par « Mais quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds », donc c'est le narrateur qui reprend la parole, « Mais quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds », hélas, sans lui permettre d'y aller comme par hasard de son côté, car cela ferait un effet déplorable, disait-elle. Là encore, dans cette parenthèse, on pourrait dire que c'est le narrateur qui continue de parler. C'est sûr qu'il y a un hélas, mais hélas ne marque pas obligatoirement une plainte de son locuteur. Ça peut simplement être une marque de jugement que la situation est malheureuse. Donc je pense que ça pourrait être du fait du narrateur encore, ce hélas. Donc on serait encore dans le récit. Quand elle était partie pour Dreux ou pour Pierrefonds, il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui est une ironie du narrateur, je pense. Donc on a toujours le narrateur qui parle là. Il se plongeait dans le plus enivrant des romans d'amour, l'indicateur des chemins de fer, qui lui apprenait les moyens de la rejoindre l'après-midi, le soir, ce matin même. Le moyen, presque davantage, l'autorisation. Alors par contre, lorsqu'arrive ce matin même, avec cet emploi de ce, on entend à ce moment-là la voix de Swann, on quitte la voix du narrateur. Précisément, je crois vraiment que c'est obligatoire, parce que cet emploi de ce n'est pas anaphorique. L'emploi de ce ne renvoie pas nécessairement au discours, à l'énonciation discursive, à l'oral. Il y a des emplois de ce tout à fait traditionnels dans la narration qui sont anaphoriques ce jour-là, mais il faut qu'il soit anaphorique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait parlé d'un jour avant. Or, je retrouve un peu des remarques que faisait Erika, la narration ici est générale. C'est quelque chose d'un peu bizarre, tu citais des remarques de Jeunette à ce propos, c'est quelque chose d'un peu bizarre parce que le récit est intéressant, le récit est général, les passages narratifs sont généraux. Il parle par exemple du fait que Odette est partie pour Dreux ou pour Pierrefonds. Au début, il y a une énumération à Saint-Germain, à Chatou, à Meulan, sans ou, sans et, sans conjonction. Donc on sent quelque chose de général. Le lieu de la promenade n'est pas indiqué, la date de la promenade n'est pas indiquée, et donc le narrateur ne peut pas lui-même avoir un emploi anaphorique de ce. Du coup, on a là une marque assez claire, je crois, que l'on passe dans la voix de Swann. Donc on a une phrase qui est partagée entre la voix du narrateur et la voix de Swann. La phrase suivante, le moyen, presque davantage l'autorisation, bon, je la laisse de côté. Il me semble qu'on peut aussi douter encore sur qui a la responsabilité de cette phrase. Par contre, ensuite, on passe très clairement à du style indirect libre et à un monologue intérieur très argumentatif avec plein de quarts, de si, de puisque de Swann et qui va m'intéresser principalement. Je lis ce monologue. Car enfin, l'indicateur et les trains eux-mêmes n'étaient pas faits pour les chiens. Si on faisait savoir au public, par voie d'imprimé, qu'à 8h du matin, partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10h, c'est donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite pour lequel la permission d'Odette était superflue. Et c'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir de rencontrer Odette, puisque des gens qui ne la connaissaient pas
l'accomplissait chaque jour en assez grand nombre pour que cela valût la peine de faire chauffer des locomotives. Bon. Donc, ce monologue est argumentatif. Il fait penser que Swann va prendre une décision, donc on pourrait avoir l'impression d'un monologue délibératif et qui va arriver à la décision, que donc il peut aller rejoindre Odette. Mais c'est là de ne pas connaître Swann, qui ne prend absolument aucune décision et qui, dès le paragraphe suivant, se relance dans une nouvelle argumentation. En somme, elle ne pouvait tout de même pas l'empêcher d'aller à Pierrefonds s'il en avait envie. Or, justement, il sentait qu'il en avait envie et que s'il n'avait pas connu Odette, certainement il y serait allé. Il y avait longtemps qu'il voulait se faire une idée plus précise des travaux de restauration de Viollet-le-Duc. Et par le temps qu'il faisait, il éprouvait l'impérieux désir d'une promenade dans la forêt de Compiègne. Alors, on se dit, bon, d'accord, il va y aller. Non, ce n'était vraiment pas de chance qu'elle lui défendu le seul endroit qui le tentait aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y allait malgré son interdiction, il pourrait la voir aujourd'hui même. Mais alors que si elle eût retrouvé à Pierrefonds quelqu'un différent, elle lui eût dit joyeusement « Tiens, vous ici ?» et lui aurait demandé d'aller la voir à l'hôtel où elle était descendue avec les Verdurins. Au contraire, si elle l'y rencontrait, lui, Swann, elle serait froissée. Elle se dirait qu'elle était suivie, elle l'aimerait moins. Peut-être se détournerait-elle avec colère en l'apercevant. « Alors, je n'ai plus le droit de voyager ?» lui dirait-elle au retour, tandis qu'en somme, c'était lui qui n'avait plus le droit de voyager. Arrivé à la fin de cette argumentation, le narrateur reprend alors la parole avec un nouvel introducteur de scène, je crois, l'expression « un moment » qui n'est pas en tête de phrase, mais qui me semble jouer tout de même ce rôle. Il y a un changement de paragraphe, en plus aussi, qui marque un peu aussi un changement. Le narrateur continue. Il avait eu un moment l'idée, pour pouvoir aller à Compiègne et à Pierrefonds sans avoir l'air que ce fut pour rencontrer Odette, de s'y faire emmener par un de ses amis, le marquis de Forestel, qui avait un château dans le voisinage. Donc, la reprise de cette manière-là par le narrateur de la parole marque, je pense, la fin du second monologue. Donc, le second monologue, je récapitule, est argumentatif. C'est un monologue intérieur, donc il n'est certainement pas à visée persuasive vers quelqu'un d'extérieur. Il n'arrive à aucune conclusion sur le fait d'aller ou non à Pierrefonds. Il n'aboutit à rien, il n'est pas délibératif. Et donc, notre petit mystère, ce qui nous a intéressés, Adrien Freinet, Dario Compagno, Francesca Bombelli et moi, c'est de savoir ce que signifiait cette argumentation, ce que l'on pouvait dire de cette argumentation. C'est la deuxième partie de mon exposé. Je ferai l'analyse en 3 temps. Oui. Tu as le temps, parce que là, on a la salle, il n'y a pas de souci. Je vais d'abord envisager des premières réponses qui ne me semblent pas fausses, mais ne me semblent pas aller jusqu'au fond du problème. Ensuite, je présenterai, c'est un peu le moment de bravoure, la notion d'argumentation racontante que l'on essaye de construire. Je dois dire qu'on essaye de la construire pour l'instant. J'essaierai de vous montrer ce qu'on essaye de dire par là. Puis je reviendrai sur le premier monologue et je me demanderai s'il est finalement si différent que ça du second, même s'il n'y a pas les marques habituelles de l'argumentation, comme si, donc, car, puisque. En conclusion, je conclurai sur les conséquences linguistiques qu'il y a à l'existence de telles argumentations racontantes. Donc je commence par l'analyse de ce second monologue. Alors, quelle première réponse on peut donner sur le rôle, le sens de ce deuxième monologue de Swann? Bon, une première réponse serait que finalement, la seule chose qui compte, c'est la forme de l'argumentation. C'est le fait qu'il argumente sans arriver à conclure. Le contenu lui-même n'aurait pas vraiment d'importance et finalement l'argumentation n'aurait de rôle, l'argumentation de Swann n'aurait de rôle qu'à l'intérieur du discours principal du narrateur. Elle servirait au narrateur à dire Swann avait alors la propriété de tenir ce genre de discours, ce genre d'argumentation. Il tenait des argumentations sans fin. Bon, ce serait comme... oui, ce serait un portrait de Swann, mais simplement par... vraiment en termes d'éthos, par la simple forme de son discours. Henriette Ducrot
m'a conseillé de vous rappeler une scène de Lorenzaccio, qu'Henriette Ducrot est en train d'étudier au lycée, où Musset dépeint la folie de Lorenzo en lui faisant tenir un discours décousu, mais dont le contenu finalement n'a pas tellement d'importance, c'est seulement le caractère décousu du discours, donc sa forme, sa propriété un peu extérieure, qui a de l'importance pour pouvoir montrer que Lorenzo est fou. Donc il y aurait quelque chose de semblable finalement dans l'argumentation de Swann. Ce qu'il faudrait remarquer, c'est qu'elle n'aboutit pas. Et on aurait alors compris son rôle qui est dans le récit pour le narrateur de faire un portrait de Swann comme argumentant sans fin. Cette première réponse ne me semble pas fausse. Simplement, elle me semble ne pas aller jusqu'au bout du problème. En particulier, Proust serait quand même particulièrement cruel de nous faire subir des pages et des pages d'argumentation vide, si vraiment le but était simplement de nous montrer qu'il argumente sans fin dans sa tête lorsque Odette n'est pas là. Et surtout qu'intuitivement, on sent plus, enfin dans le passage, dans toutes les argumentations, on a quand même l'impression d'apprendre quelque chose sur la période. Alors une deuxième réponse pour aller dans ce sens serait de dire que peut-être que les argumentations n'aboutissent pas, mais que tout de même elles sont constituées de propositions séparées qui elles-mêmes ont un contenu et du coup nous informent sur la période, sur la vie de Proust. À ce moment-là, par exemple, on comprend que, même simplement je pense en lisant seulement ces argumentations, on comprend qu'il feuillette les indicateurs de train. On apprend quelque chose sur Swann, il feuillette les indicateurs de train. On comprend qu'il est invité par un ami près de Pierrefonds, il regarde des cartes de la forêt de Compiègne, enfin il fait ce genre de choses. Sur ce point, il y a quand même un petit problème. Je reviens sur les problèmes de généralité dont tu parlais. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'est pas tout à fait sûr que ces faits aient eu lieu. Lorsqu'on lit le texte, c'est particulièrement frappant pour ce qui est de la visite chez le marquis de Forestel. Il y a des incohérences dans le récit qui donnent le sentiment que finalement cette visite n'a peut-être jamais eu lieu. Par ailleurs, c'est une période assez longue qui est décrite dans le récit et toutes les argumentations de Swann sont à propos de Pierrefonds, de la forêt de Compiègne. Or, je ne pense pas que Proust essaie de nous dire que les Verdurins n'ont qu'un seul lieu de promenade, Pierrefonds. Donc il y a quelque chose d'irréel, de fictif, dans ce fait que Swann résonne tout le temps sur Pierrefonds précisément. Donc il n'est pas tout à fait finalement sûr que ces propositions grammaticales nous informent sur Swann. Et tout de même, on a quand même bien l'impression d'apprendre quelque chose, de voir se construire quelque chose. Ce que nous essayons de défendre dans le petit groupe de travail dont je vous ai parlé, c'est l'idée que cette argumentation est racontante, c'est-à-dire qu'elle communique elle-même des choses du seul fait d'être une argumentation, parce qu'elle est une argumentation, pas juste ses propositions, et parce qu'elle combine ses propositions, parce qu'elle assemble ses propositions, elle communique aussi quelque chose, et c'est cela qu'on entend en plus dans le texte. Je vais essayer de vous le développer, de vous le montrer en reprenant le deuxième monologue de Swann. Ce que je voudrais vous montrer, c'est que tout au long de ce monologue, Swann est en train de modifier, de parfaire et de reconceptualiser ce que veut dire aller à Pierrefonds. En particulier, au début, il s'efforce d'enlever à Pierrefonds le sens lieu où se trouve Odette, et il essaye de montrer que aller à Pierrefonds, c'est simplement un déplacement. Comment il le fait, comment il arrive à cette reconceptualisation de aller à Pierrefonds, en faisant une argumentation qui précisément ne tient que si on comprend aller à Pierrefonds comme un simple déplacement. Je relis l'argumentation, c'est l'argumentation A. Si on faisait savoir au public par voie d'imprimé qu'à 8h du matin partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10h, c'est donc qu'aller à Pierrefonds était un acte licite. Si dans cette argumentation vous remplacez aller à Pierrefonds par suivre Odette, l'argumentation ne marche plus du tout. Je la lis, c'est l'exemple A'. Si on faisait savoir au public par voie d'imprimé qu'à 8h du matin partait un train qui arrivait à Pierrefonds à 10h, c'est donc que suivre Odette était un acte licite. Ça marche moins bien. Donc, l'argumentation
permet à Swann de réinterpréter aller à Pierrefonds, hein, de centrer en fait le sens de aller à Pierrefonds sur le mot aller, de faire oublier le à Pierrefonds, hein, et d'y voir un pur déplacement. Plus précisément, Swann, bien que son discours soit général, applique bien sûr hein, ce discours général à lui-même. Hein, il est question de son propre déplacement. Hein. Et donc cette argumentation lui permet de décrire son désir d'aller à Pierrefonds comme un désir de déplacement, simplement. Et on arrive donc au point important, hein, c'est-à-dire que son argumentation, parce qu'elle est une argumentation, en tant qu'argumentation, a un contenu, a une fonction. Elle n'arrive peut-être pas à une conclusion, hein, elle ne permet pas une délibération, mais elle a quand même bien une fonction, un contenu, c'est de permettre de concevoir aller à Pierrefonds comme un déplacement. Ceci dit, bien sûr, ça ne suffit pas à Swann, il ne peut pas simplement parler d'une envie de se déplacer. C'est un peu... Donc la question se pose pour lui de pourquoi veut-il se déplacer. C'est à cette question que répond l'argumentation suivante. Et donc finalement, s'il reprend une deuxième argumentation, c'est pas tellement parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter d'argumenter, c'est parce qu'il a besoin d'une étape suivante dans sa conceptualisation de aller à Pierrefonds. Je vous relis l'argumentation suivante. Et c'était aussi un acte qui pouvait avoir un tout autre motif que le désir de rencontrer Odette, puisque des gens qui ne la connaissaient pas l'accomplissaient chaque jour en assez grand nombre pour que cela valût la peine de faire chauffer des locomotives. Bon, c'est sûr qu'il donne un but un peu vague pour l'instant à aller à Pierrefonds, puisqu'il le définit simplement de manière négative, en disant que ça peut ne pas être, le but peut ne pas être rencontrer Odette. Hein. Donc il n'est pas encore arrivé à une bonne totale qualification de aller à Pierrefonds, mais on voit qu'il progresse quand même dans la conceptualisation. Il a d'abord transformé en déplacement, puis maintenant il essaye de lui donner un but. Enfin, dans la dernière, l'argumentation suivante, il continue cette conceptualisation en attachant aller à Pierrefonds à répondre à une curiosité intellectuelle, hein, voir les derniers travaux de Viollet-le-Duc. Bon. Donc, les reprises de l'argumentation reflètent finalement les étapes de la conceptualisation, et l'argumentation lui permet de redéfinir, de reconceptualiser, de redécrire l'événement aller à Pierrefonds. Enfin, en redéfinissant progressivement aller à Pierrefonds, Swann, du même coup, requalifie l'interdiction d'Odette. Plus aller à Pierrefonds est licite, plus interdire d'aller à Pierrefonds est tyrannique. Hein. Et donc, sa redéfinition d'aller à Pierrefonds, du même coup, hein, au même moment, redéfinit Odette. Donc, c'est en ce sens que je voudrais dire que l'argumentation de Swann est racontante. C'est-à-dire que parce qu'elle est une argumentation, par son assemblage, elle amène à nous faire entendre de nouveaux contenus, de nous faire voir de nouveaux événements. En plus, ce faisant, je pourrais vous faire remarquer que l'argumentation de Swann appartient ainsi à toute une famille de discours rapportés qui, grâce à leur structure, informent et constituent donc en eux-mêmes hein, de petits récits. Il y a beaucoup de passages, je ne suis pas une spécialiste de Proust, pas du tout, vraiment, vraiment pas. Mais quand on lit quelques pages au hasard, c'est très frappant. Il y a beaucoup de passages où il décrit la situation en attribuant, je vais vraiment vous paraître enfantine, en attribuant des discours aux personnages. En particulier au début de cette période où il est exclu du salon des Verdurins, le narrateur écrit la chose suivante. Alors ce salon, qui avait réuni Swann et Odette, devint un obstacle à leur rendez-vous. Elle ne lui disait plus, comme au premier temps de leur amour, « Nous nous verrons en tout cas demain soir, il y a un souper chez les Verdurins ». C'est une argumentation, il y a un quart implicite. Elle ne lui disait plus « Nous nous verrons en tout cas demain soir, il y a un souper chez les Verdurins », mais « Nous ne pourrons pas nous voir demain soir, il y a un souper chez les Verdurins ». Bon, ce sont deux argumentations d'Odette. Bon, elles sont différentes de celles de Swann, en cela que Odette, elle est efficace. Hein, elle arrive à une conclusion, on se verra pas. Bon, ce serait différent pour cela de Swann. Mais il y a quelque chose de semblable, c'est que je crois que son argumentation, elle aussi, est racontante, en cela qu'elle ne dit pas simplement
qu'il y a ou qu'il n'y a pas un souper chez les Verdurins, parce que ça doit être vu comme un argument pour la conclusion on va se voir ou on ne va pas se voir, il y a un souper chez les Verdurins, change de sens, prend un sens en plus du fait d'être dans une argumentation, cela prend un sens en plus, le sens d'être un obstacle, d'être au contraire une facilité pour la rencontre. Donc à nouveau, là, les argumentations d'Odette construisent, donnent un sens, parce qu'elles sont des argumentations, un sens supplémentaire à celui qu'on aurait pu donner à leur simple constituant. Donc il me semble que le deuxième monologue de Swann, finalement, ressemble à toute une série de monologues ou de discours effectifs attribués par le narrateur à des personnages et qui servent pas simplement à dire des petites choses séparées, hein, mais qui par leur lien entre les mots établissent de nouveaux contenus. Je voudrais alors un instant revenir sur le premier monologue et revenir sur la question de savoir s'il est du même type que le deuxième monologue. Je vous ai dit que bon, c'est sûr qu'il n'est pas classiquement argumentatif, il n'y a pas des si, des car, des puisque comme dans le deuxième. Mais il y a quand même quelque chose de semblable dans le premier monologue, c'est qu'il essaye de redéfinir, me semble-t-il, une expression aussi qui serait, dans ce cas-là, les Verdurins l'emmenaient. Hein. Il décrit ce que fait, il redéfinit ce que fait Odette. Donc il y a quelque chose là de semblable. Le narrateur au début parle simplement du fait qu'il s'agit de promenade. Hein. Il y a l'expression si c'était dans la belle saison. Hein. La belle saison, c'est vraiment le temps des promenades. Donc le narrateur lui parle simplement de promenade. Et Swann, c'est curieux ces rapports, hein, il y a dans le texte global une espèce de redéfinition de ces promenades comme des fautes de goût de la part d'Odette. Alors bien sûr, ces fautes de goût, je vous le disais, elles ne sont pas montrées, dites de la même manière que dans le deuxième monologue, puisqu'il n'y a pas de si, de car, de parce que. Mais il y a en particulier des expressions directes, des groupes verbaux directs. Vous aurez bien sûr remarqué l'expression, que je simplifie un peu, s'extasier devant des déjections. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que ce groupe verbal, donc, qui redéfinit le comportement d'Odette, est beaucoup plus argumentatif que l'on pourrait croire à l'intérieur de lui-même. Parce que s'extasier devant des déjections, ça ne veut pas dire, un, on s'extasie, deux, il se trouve qu'on est à côté de déjections. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. S'extasier devant des déjections, c'est s'extasier bien que ce soit des déjections. Donc, même s'il n'y a pas là un développement avec une conjonction comme bien que, syntaxiquement, il y a quand même sémantiquement à l'intérieur du groupe verbal à nouveau un espèce de petit discours complexe qui ressemble à une argumentation. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce qui permet de voir qu'Odette commet des fautes de goût, c'est précisément ce bien que. Hein, c'est le fait qu'elle s'extasie bien que ce soit des déjections. Qu'elle s'extasie tout court, ça n'a pas, c'est pas en soi vraiment une faute de goût, même si c'est un peu fort comme terme. Hein. Donc à nouveau, c'est le caractère argumentatif intérieur au groupe verbal qui donne tout son sens au comportement d'Odette. Et finalement, on peut retrouver dans le premier monologue quelque chose d'assez semblable au second. Et on pourrait à nouveau parler d'argumentation racontante, pourvu qu'on élargit le terme argumentation, en particulier à tous les discours comportant ce que Ducrot appelle des mots du discours, hein, tous les intensifieurs, les mais, les d'ailleurs, les décidément. Voilà donc pour l'analyse de ce deuxième monologue. Alors, je fais un petit bilan et je conclus sur les questions linguistiques que cela soulève. Donc, je rappelle hein, en tant que construction non délibérative, le second monologue, lorsqu'il est attribué à Swann, fait de ce dernier un homme étranger à l'action efficace. Il argumente beaucoup. Je pense que c'est vrai, bien sûr, il est étranger, enfin, à ce moment-là en particulier, en tout cas, à l'action efficace. Hein, bon. Par ailleurs, les constituants de ce second monologue nous informent peut-être, j'ai vu que je vous ai dit qu'on pouvait peut-être un peu douter, mais de ce que fait Swann. Mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, l'argumentation est racontante
en assemblant des énoncés, parce qu'elle, par l'assemblage même des énoncés, elle construit un événement. Cette idée qu'il y ait des argumentations racontantes, que l'assemblage même puisse communiquer quelque chose, ça me semble-t-il, deux résultats très importants pour la linguistique et l'analyse textuelle. Je commence par l'analyse textuelle et les fonctions que Adam distingue pour analyser les textes. Vous savez que Jean-Michel Adam distingue en particulier la fonction narrative et la fonction argumentative. Bien sûr, en distinguant la fonction narrative et la fonction argumentative, Jean-Michel Adam ne veut pas dire qu'un texte, du début à la fin, est uniquement narratif ou uniquement argumentatif. C'est pas ça qu'il essaye de dire. Il admet, je l'ai vu dernièrement dans un exposé sur le Chaboté, il admet qu'un texte puisse être par moment narratif, par moment argumentatif. Par exemple, le conte du Chaboté serait narratif et la morale, elle, serait argumentative. Mais là, on va un peu plus loin dans la question de la coprésence de ces deux fonctions, puisque le problème est sur un même passage qui serait à la fois argumentatif et narratif en même temps. Alors ce genre d'exemple a déjà été étudié, par exemple par Micheli à propos de Hugo, où il remarque que les récits, c'est assez facile à voir, vous allez me dire, mais les récits de Hugo sont à visée persuasive. Donc le même texte, au même moment, est narratif et, de plus, par ailleurs, argumentatif. Donc ici, on pourrait dire qu'on complète les remarques de Micheli en voyant un peu inversement des argumentations qui, en même temps, qui de plus informeraient sur ce qui se produit, ce que vit Swann. Mais nous, on voudrait aller un peu plus loin. On voudrait dire que l'argumentation n'est pas de plus récit. On voudrait dire que l'argumentation, au moment même où elle est une argumentation, est en même temps récit. Cela nous intéresse et cela me semble remettre en cause plus profondément les fonctions d'Adam, puisque cela amène à ne plus vraiment voir la différence entre la fonction narrative et la fonction argumentative, puisque les mêmes mots, au même moment, on va pointer le même donc pour dire c'est une argumentation, pour dire il y a un assemblage et du coup il y a un fait qui se construit et du coup il y a récit. Donc c'est une première conséquence de ce type d'exemple d'argumentation racontante. Une première conséquence, générale, c'est de remettre en cause l'opposition fondatrice entre fonction narrative et fonction argumentative. Une deuxième conséquence qui relève la plus de la linguistique, c'est qu'elle remet aussi en cause l'hypothèse traditionnelle que les argumentations sont constituées de propositions à sens indépendant et communiquent quelque chose seulement au moment de ces propositions, par ces propositions. L'information ne vient pas seulement des propositions. Ce que nous montrent ces argumentations racontantes, c'est que l'assemblage lui-même a un contenu. Et ce n'est pas seulement les propositions qui ont un contenu, les constituants qui ont un contenu, mais le tout lui-même a un nouveau contenu. Et il faudrait que la linguistique soit capable de décrire ce contenu qu'ont les argumentations en tant qu'argumentation. Je vous remercie.